Europe 1, 2022. Dimitri Pavlenko. Il est 8h42 et on retrouve Philippe Ball comme tous les vendredis avec nous à cette heure-là. Bonjour Philippe, rebonjour. Bonjour Dimitri. Et Agnès Verdier-Molinier, la directrice de la Fondation IFRAP, est avec nous également. Bonjour Agnès. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Agnès Verdier-Molinier, vous publiez Le vrai état de la France. Ça paraît aux éditions de l'Observatoire. Je l'ai passé à Philippe, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Bon, c'est pas grave. Je voulais le montrer à la caméra, mais ça n'est pas bien grave Philippe. Ce livre, Agnès... Ah bah tiens, Agnès en a apporté un exemplaire. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Ce livre, c'est votre audit du pays à 3 mois de l'élection présidentielle. Et c'est heureux d'en parler alors qu'approche l'heure du choix de celui ou celle qui présidera la destinée du pays pour 5 ans. Votre conclusion, elle ne s'affiche pas sur la couverture, mais en tout cas, je vais la donner, c'est que ça va mal, qu'à force de dépenser, qu'à force de s'endetter, la France est en train de décrocher. Alors j'ai 2 questions en une. D'abord, quels sont les signes extérieurs de décrochage et qu'est-ce qui vous fait dire que la France vraiment décroche, Agnès Verdier-Molinier ? Écoutez, j'ai voulu sortir ce livre déjà pour qu'on ait un vrai audit avant d'aller voter. Pourquoi ? Parce que d'habitude, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement commande un audit une fois qu'il est déjà élu. Et en réalité... Pour dire mon prédécesseur a fait n'importe quoi. C'est déjà trop tard parce que toutes les propositions, elles ont déjà été présentées aux Français et ils ont déjà voté. Donc, au lieu de faire un audit après l'élection, moi, je propose qu'on regarde sujet après sujet et qu'on dise où en est la France. Et oui, elle décroche. Malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, je sais qu'en ce moment, le gouvernement nous dit qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles parce qu'ils se sont attendus à des choses beaucoup plus catastrophiques que ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est pas parce que, par exemple, le déficit de la France est à 7% par rapport à la richesse nationale au lieu de 8% que ça s'améliore vraiment tant que ça, parce que ça fait toujours 170 milliards de déficit pour la France en 2021, ce qui est gigantesque, hein, ça correspond à la dépense d'enseignement, plus la dépense de défense, quoi. C'est ça, tout ça, on le finance à crédit. Donc oui, on décroche, oui, on n'est plus que 23e mondial en richesse par habitant, c'est pas acceptable, hein, on est à 39 000 euros par habitant en France, alors que les pays du nord de l'Europe, en moyenne, ils sont à 60 000 euros par habitant. Donc, on a envie de mieux pour la France, on mérite mieux que ça. Et plutôt que de se dire c'est moins pire que ce qu'on croyait, se dire voilà, tous les problèmes, ils sont sous nos yeux, on a des défis à relever, c'est possible, parce que ça s'est fait partout dans les pays du nord de l'Europe. Mais il faut savoir de quoi on souffre. Alors on va aborder la question le chapitre des solutions et surtout de la faisabilité, parce que précisément c'est le cœur vraiment du sujet sur le plan politique. Mais je voudrais d'abord qu'on continue un petit peu sur l'état des lieux que vous faites de la France. Donc vous chapitrez les choses et vous écrivez notamment, l'un d'entre eux s'appelle « La France ». Repoussoir. Vous dites la France aujourd'hui est un repoussoir et vous donnez ce chiffre de 2 millions de Français qui sont partis, qui auraient quitté le pays dégoûtés de ce que nous sommes en train de devenir. À propos de la dette publique, je le précise, sur ces 3 000 milliards de dettes que nous avons stockées, vous révélez au passage que 200 à 300 milliards sont ou seraient détenus par la Chine, ce qui nous place également en situation de dépendance. Voilà quelques-uns des éléments que vous apportez, les contributions que vous apportez sur la place publique. On n'entend pas souvent ces chiffres-là exprimés publiquement, Agnès Verdier-Molinier, en tout cas dans la bouche des responsables politiques. C'est-à-dire que c'est normal parce on considère que c'est trop technique ou je pense qu'on essaie de mettre sous le tapis certaines évidences. Le gouvernement nous a beaucoup dit qu'il voulait baisser les impôts. Je pense qu'il était sincère. Mais quand on fait le bilan là sur les chiffres qu'on a aujourd'hui par rapport à 2017, en 2017, on était à 45% de prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale. Et là, en 2021, en fait, on est à 44,9%. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, on a baissé d'environ 5 milliards tout mouillé, véritablement, les prélèvements obligatoires dans notre pays. Le gouvernement dit 50 milliards de baisse d'impôts. Ben oui, mais le problème, c'est que le paquebot, il est énorme. Et que derrière, par exemple, quand vous avez des augmentations, vous avez de l'inflation et tout ça, ben vous avez des rentrées de TVA supplémentaires, etc., etc. D'ailleurs, le gouvernement nous a beaucoup dit ces derniers temps qu'on avait plus de recettes que ce qu'on imaginait. Donc, la réalité, c'est que si on est un pays repoussoir, si beaucoup de nos compatriotes ont quitté la France, c'est aussi parce qu'on est le pays qui taxe le plus au monde. Alors, on se dispute un peu avec le Danemark pour savoir lequel est devant lequel, mais en réalité, à 44,9% de prélèvements obligatoires, avec un PIB, une richesse nationale qui a évolué de 170 milliards sur le quinquennat, et en fait une grosse partie est partie en impôts, 113 milliards ont été avalés par les impôts français, eh bien évidemment ça fait partir des gens, ça fait partir des entrepreneurs, ça fait partir des talents, ça fait partir
évidemment des acteurs, des chanteurs, enfin on le sait tous, on n'a pas besoin non plus d'en parler 107 ans. On sait beaucoup que nos compatriotes sont partis, même des retraités maintenant qui partent au Portugal, qui partent ailleurs parce que voilà, et à un moment ils paient moins d'impôts. Et le problème, c'est que ce repoussoir fiscal, c'est aussi ce qui mine notre compétitivité, ce qui mine la possibilité de produire en France. Et j'ai tout un chapitre sur le déficit commercial de la France, le fait qu'en fait on importe plus de produits qu'on en vend à l'étranger. 82 milliards de déficit commercial de la France, on ne peut pas accepter ça. C'est affreux. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on était à peu près à l'équilibre, et là, on a creusé complètement, et on a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie depuis les années 80. Alors ça s'améliore un tout petit peu. Alors c'est vrai, on dit il y a un petit peu plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Mais le défi devant nous, il est bien plus important que ça. Oui. Il est de récupérer 2 millions d'emplois dans l'industrie. Il est de repasser devant les Italiens en création de valeur ajoutée sur l'industrie, parce que là, on s'est fait passer devant. Alors, il y a ce tableau, Philippe Val, que dresse Agnès Verdier-Molinier, d'une France en décrochage sur le plan économique, assez mauvaise gestionnaire, avec ce soupçon en plus d'un gouvernement qui, voit la mariée peut-être un petit peu plus belle qu'elle n'est réellement. De votre point de vue, vous n'êtes pas du tout économiste, mais ce sentiment d'un déclin français, il est quand même assez majoritairement aujourd'hui partagé dans le pays. Je crois qu'au gré des sondages, on est sur un ratio de entre 1/3 et 3/4 des Français qui pensent que la France est aujourd'hui en déclin. Est-ce que vous faites partie, vous, des déclinistes? Et que pensez-vous de ce sentiment de déclin, de ce qu'il provoque en tout cas dans le pays? Non, moi si je ressens un sentiment de déclin, il ne serait pas tant économique qu'un déclin de la culture démocratique, mais le déclin économique, ça peut toujours s'arranger. Parce que l'économie, c'est aussi un point de vue. Peut-être que la richesse par habitant est de 39 000 en euros en France et de 40 000 ailleurs, en moyenne. Ça ne veut pas dire que les gens vivent mieux ailleurs. Par exemple, en Allemagne, ils ont quand même du mal. Ils ont un niveau de vie qui est assez compliqué. Les femmes ne travaillent pas, ils n'ont pas de crèche, les revenus, les salaires ne sont pas formidables. C'est pas parce que le revenu par habitant est plus bas qu'on vit plus mal et que le niveau de vie est plus bas. Quant aux retraités, je pense aux retraités qui partent au Portugal, ou les artistes, comme vous disiez, qui quittent le pays parce qu'on paye moins d'impôts ailleurs. C'est bien gentil, mais dès qu'ils ont un bobo, ils reviennent en France. On a vu le Johnny qui est revenu en France se faire opérer et se faire soigner. On voit des Américains la médecine se faire soigner en France. Se faire soigner en France et se faire rembourser par la sécurité sociale. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on a un système de santé gratuit. Ça coûte horriblement cher, mais ça fait partie du niveau de vie et de la qualité de la vie et aussi de la sécurité et de la liberté des gens. Voilà, la santé, c'est vraiment important et ça coûte horriblement cher. C'est un des postes principaux. Alors après, il y a des critiques, évidemment, sur la distribution, la redistribution de cet argent. Où va cet argent? À quoi il est affecté? Là, il y a beaucoup à dire. C'est vrai, c'est sûr qu'on est un pays extrêmement administré, avec une grosse fiscalité, et il y a une déperdition de cette puissance de l'argent public. Ça, c'est sûr. Ça, tous les économistes le disent. Tous de droite comme de gauche. Le problème n'est pas tant le volume des dépenses que l'efficacité. On dépenserait beaucoup, mais avec un grand d'efficacité et des résultats très visibles, il n'y aurait aucun problème. Mais je trouve que ce que dit Philippe Val rejoint un petit peu ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire que c'est pas qu'un sujet économique, c'est un sujet aussi démocratique. Et le sujet démocratique, en France, on a une vraie question là-dessus. Est-ce qu'il est normal que notre Parlement n'exerce pas son rôle de contrôle, justement, d'évaluation de la dépense? Cette déperdition dont vous parlez, qui est gigantesque, parce que je donne tous les chiffres, c'est 84 milliards de surcoût de production de nos services publics. C'est-à-dire c'est tout le surcoût administratif, le fait qu'on doublonne, qu'on a l'État, qu'on a la Sécu, qu'on a les collectivités locales, tout le monde qui s'occupe de tout. Personne ne sait quelles sont exactement les missions de chacun. On le voit chaque jour sur tous les sujets, que ce soit sur la santé, sur l'éducation, sur la question des transports, de la circulation. Enfin bref. Oui. Donc là, on a c'est pas qu'un décrochage de la France, c'est un surcoût global pour l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de nos entreprises, qui est totalement indu. Ça peut se résoudre. On peut très très bien dire, voilà, qui est chargé de quelle mission publique. Aucun gouvernement ne l'a fait. Pourquoi? Parce que l'État veut aussi toujours
concrètement garder une partie du pouvoir, et que ce qui a été fait ailleurs dans les pays du nord de l'Europe, où c'est la région qui va gérer la santé, qui va gérer l'éducation, qui va gérer énormément de missions, eh bien, on ne le fait pas en France. Oui. Et alors moi, il y a une question que je me pose précisément, c'est que voilà les problèmes mis sur la table par Agnès Verdier-Molinier. Beaucoup de gens souscrivent à ce constat qu'aujourd'hui ça va pas bien, que l'argent public est mal géré, qu'il y a trop d'impôts, etc. Même si d'autres pensent qu'il faut que grâce à l'État aujourd'hui on gomme aussi beaucoup de les inégalités, Philippe Val. Mais alors la question c'est celle aussi du changement, c'est-à-dire que aujourd'hui comment mener une politique de changement, comment les Français l'accepteraient, Philippe Val? Je me souviens, tout le monde se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron parlant de ces Français comme de Gaulois réfractaires à tout changement, ils veulent pas changer, ils sont susceptibles et dès que un président arrive à l'Élysée, il a 100 jours pour réformer, après c'est terminé. Vous pensez ça, qu'il y a un problème aujourd'hui de faisabilité de la chose? Bon, alors il y a le pacte national de résistance qui est encore presque en vigueur, qui est dans la culture de notre administration et de nos politiques, parce qu'ils ont très peur d'y toucher. Mais on peut comprendre la susceptibilité des Français, parce que il y a des endroits, des inégalités territoriales qui sont vraiment flagrantes, on a bien vu au moment où allez-y, réformez, faites-le, vous verrez ce qui va se passer. C'est d'une violence inouïe, c'est extrêmement inflammable. On a vu avec l'augmentation de l'essence et les gilets jaunes. Oui. Beaucoup de gens décodent réformer comme taper toujours sur les mêmes, en fait. C'est souvent très difficile, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir supprimer des fonctionnaires et vouloir remailler le territoire en services publics manquants, qui sont des services publics vitaux, râler parce que les perceptions et les postes et les centres de soins disparaissent, et vouloir maigrir la fonction publique. Il y a des choses comme ça qui sont impossibles, il y a des équations qui sont... Effectivement, il faut des politiques extrêmement subtiles. Ça ne se fait pas en tranchant uniquement avec des opinions fortes sur la dépense publique. C'est délicat parce que c'est inflammable, terriblement inflammable. Je pense peut-être que le millefeuille administratif, comme on dit, est lié aussi au millefeuille électoral. Il y a des niveaux électifs dans tous les sens en France, et ça produit une administration inflationniste, ça c'est certain. Et Agnès Verdier-Molinier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les Français sont-ils hostiles aujourd'hui à la réforme? Pour moi, ils sont beaucoup moins réfractaires que ce qu'on imagine. Parce qu'eux-mêmes sont plutôt meilleurs gestionnaires que les gestionnaires publics pour leurs propres deniers. Ils savent très bien ce que c'est que gérer un budget, ils savent très bien ce que c'est qu'une dette, qu'un déficit. Et ils sont inquiets aussi de la pérennité du système. Donc je pense que tous les candidats à la présidentielle qui arriveront avec l'idée de continuer à dépenser sans compter, de s'endetter, de creuser encore le déficit, ne seront pas crédibles, clairement. J'en suis absolument persuadée. Donc après, la question, c'est effectivement... Tous les candidats disent qu'il faut investir dans l'avenir, il faut investir. Oui, mais investir, attention, est-ce que vous savez, Dimitri, que l'investissement de l'État sur plus de 450 milliards de budget annuel, c'est autour de 15 ou 17 milliards d'euros, la dépense d'investissement? C'est peanuts, c'est absolument rien. La dépense d'investissement de l'État aujourd'hui, elle est minime. Si on avait fait comme les Allemands, si on ne s'était endetté que pour investir, et ça c'est une règle d'or normalement qu'on doit appliquer dans tous les pays, mais on serait à 80% de dette ou à 70% de dette, et on ne serait pas du tout à 114 ou 115% de dette par rapport à la richesse nationale. Donc la réalité, c'est que nos concitoyens, je pense, sont beaucoup plus prêts pour les réformes que ce qu'on croit. Ils voient très très bien le gâchis d'argent public. Ils voient aussi que l'inflation qui commence à arriver sur eux est un impôt caché, et que ça sert aussi à réduire mécaniquement la part de dette dans la richesse nationale, que la Banque centrale nous dit je vais faire baisser cette inflation autour de 2%, mais on voit qu'en 2021, en zone euro, on a eu quoi? On a eu 5% d'inflation en moyenne. On sait qu'en France, on a plus d'inflation que ce qui nous est dit, et qu'on annonce encore de l'inflation pour 2022. Donc attention, parce que ce qui est gratuit, ce qui est donné, tout ce qui a été dépensé pendant la crise, etc., on le paiera. On le paiera, nous, les citoyens français, les entreprises françaises, soit par de l'inflation, soit par des impôts. Et moi, je préfère qu'on réforme la France, qu'on rééquilibre les comptes publics en baissant la dépense, en faisant justement la chasse au gaspillage, en remettant aussi les Français le plus possible au travail, en créant de la valeur ajoutée, plutôt qu'en laissant filer l'inflation et qu'en augmentant les impôts. Voilà, je pense qu'il faut trouver un cap. Ce ne sera pas facile, c'est vrai, Philippe Val a raison. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur la crête, c'est-à-dire pile
on continue à décrocher, face, justement, on se redresse. Merci Agnès Verdier-Molinier. Votre dernier ouvrage, Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Philippe Val. On se retrouve la semaine prochaine, Philippe. À la semaine prochaine. Eh bien, d'un Philippe à l'autre, de Val à Vandel, ça s'écrit pareil, mêmes initiales. Philippe Vandel, Culture Média, ça démarre dans 5 minutes au menu aujourd'hui.